Bonjour Sandra Bonjour. et bonjour à toutes les inspiratrices et les inspirateurs qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, je reçois Sandra Boré, alias Sandra Effervescience. Vous pourrez la trouver sous ce nom-là sur les réseaux et sur son site web qui s'appelle Effervescience. Alors, ceci étant dit, c'est une petite mise en bouche, effervescience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Effervescience, c'est, tu nous en reparleras évidemment, mais c'est lié au parcours de Sandra, qui a fait un parcours scientifique et qui a travaillé aussi dans la recherche et dans le médical et qui aime beaucoup expertiser, fouiller, chercher. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai découverte, parce que moi, je cherchais des informations sur la gestion du stress, l'équilibre intérieur, l'écologie intérieure. Oui. Et on a de suite raccroché, on a des cerveaux câblés assez similaires, de câblage assez similaire, pour ne pas en dire. Effervescience, c'est aussi un câblage. Voilà. Ouais. Et donc toi, tu as plusieurs manières en fait de travailler à travers Effervescience. Moi, je t'ai découvert comme quelqu'un, pour moi, de vraiment engagé dans ce que moi j'appelle l'écologie intérieure. Oui. Et du coup, j'ai eu vraiment envie de t'interviewer sur ce sujet de l'engagement. Alors, la première question, madame. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Oui. Ravie de participer et d'aller faire des petites bulles aussi chez toi. Oui, oui, vraiment merci. Merci d'avoir répondu présente, carrément. Et la première question d'introduction, c'est que j'aime bien poser avec différentes variations parce que les mots véhiculent différentes choses selon les gens. C'est pour ça qu'il y a les questions. J'aime bien poser, il y a un canevas de questions qui permet de sentir à chacun, à travers chaque histoire, à travers chaque perception des personnes que j'interviewe, votre perception donc de l'engagement. Qu'est-ce que tu mettrais toi en ce qui te concerne, en ce qui concerne ton histoire autour de l'engagement, et puis peut-être aussi des mots qui sont plus forts, qui sont l'activisme ou le militantisme? Moi, tu vois, je mets un autre mot derrière engagement, en plus d'activisme et de militantisme, je mets congruence. C'est en fait être au clair sur ses missions et ses combats et les incarner. Il y a vraiment cette question dans l'engagement de ne pas juste dire, mais faire aussi. Et moi, je suis sur l'écologie personnelle et en fait, c'est une obligation, une gageure de le faire aussi pour moi, pour montrer l'exemple. Et un côté exemplarité. Je suis beaucoup moins dans des termes de combat parce que je me suis battue toute ma vie et ça m'a trop fatiguée. Et du coup, je suis plus dans une posture de messagère que de combat maintenant. Donc, à une époque, je parlais de stress fighter et c'était un combat contre le stress, un combat contre le burn-out. Et en fait, ces vocables-là, je ne les utilise plus. Et c'est plus une reconnexion à soi et une exemplarité pour inspirer les gens à prendre soin d'eux, en fait, à trouver leur propre écologie, leur propre rythme. Oui, parce que c'est ça, c'est que, en fait, à chaque fois, je pose cette question exprès parce qu'elle véhicule quasiment pour tout le monde ces mots-là de combat, etc. Et évidemment, moi, les gens que j'ai choisi d'interviewer, c'est des gens qui amènent de la diversité, mais qui sont quand même sur cette ligne qui, moi, me porte, qui est celle de on peut s'engager, on peut œuvrer dans le monde à partir d'un moteur de paix, d'un moteur de sérénité qui n'empêche pas l'action, qui n'empêche pas de changer le monde, bien au contraire. C'est ça. Et en fait, on incarne ce qu'on veut amener dans le monde et du coup, c'est pour ça aussi que je ne suis plus dans ce genre de termes de combat parce que c'est trop usant. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de dire c'est dans la congruence, c'est-à-dire l'alignement entre la parole et les actes. C'est vraiment intéressant parce que finalement, ça facilite aussi. C'est-à-dire que tu choisis, entre guillemets, tes engagements dans ces cas-là, parce qu'on ne peut pas faire tous les sujets. Mais je pense qu'on n'a pas d'émission pour rien. Et typiquement, moi, c'est le burn-out parce que j'en ai fait 3, j'ai bossé dessus et c'est vraiment ma mission. À côté, j'ai un terrain de jeu qui est plus artistique, qui me permet de sortir du côté tout burn-out. Mais malgré tout, ça s'est imposé à moi. C'est sûrement ma plus grande menace encore maintenant. Et du coup, c'est mon terrain de jeu à moi, en fait. Oui, tu parles carrément de menaces. Est-ce que tu peux justement nous expliquer qu'est-ce que c'est, toi, ta manière d'agir dans le monde, justement? Alors moi, je suis dans une forme de pédagogie ludique et grand public. Pendant longtemps, j'ai travaillé avec des chercheurs et des médecins pour former des médecins à la médecine préventive.
Et en fait, je me suis rendu compte que la partie médecine préventive ne suffisait pas. Il y avait vraiment cette notion d'écologie personnelle. Et c'est ça que j'ai voulu explorer et incarner. J'ai commencé avec le coaching. Et en fait, j'ai une amie qui travaille beaucoup sur la permaculture. Et le côté commencer par soi, c'est à ce niveau-là que je me positionne, en fait, pour apprendre à ralentir déjà ce qu'on ne sait plus faire et trouver une façon écologique de continuer à avancer. Donc moi, je porte mon message avec des articles, des vidéos, coaching, formation, conférences, assez classiques, mais dans un positionnement volontairement décalé pour retirer le côté un petit peu sombre du burn-out et l'aborder avec une vision qui est beaucoup plus ludique et qui va vraiment interpeller en fait. Oui, c'est vrai que tu utilises, y a le média, il y a le message et puis il y a la manière, effectivement. Oui. Et là-dessus, on se retrouve un peu. J'ai mes petits personnages derrière moi. Oui, je vois derrière, il y a plein de petits personnages rigolos. Et toi, tu as aussi pas mal de petits personnages que tu utilises, notamment le chat Oui. qui permet de dire repos. Oui. Le dragon qui fait le stratégie. Tu veux nous les montrer? Je te montre pas mon grand-chose. Je te montre le mien, dragon. Voilà, ça c'est le mien, moi. C'est pour l'intuition. Oh, joli. Coucou. Et moi, j'ai le dragon qui est le stress pour apprendre à dompter son stress. Et parce qu'en fait, le stress, c'est un messager, en fait. Donc, il est là pour être écouté et il est là pour nous dire quand ralentir. J'ai beaucoup plus d'accessoires d'habitude, mais là, je sors d'un déménagement intra-maison pour cause de travaux, donc je n'ai pas réinstallé tous mes accessoires. Tu es en mode illumination, nous avons dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. J'étais dans l'ombre au début. On a cru que ce serait quelque chose d'un peu trop sombre pour la vidéo et tout d'un coup, la lumière est apparue. C'était le moment. C'était ça. Et j'ai envie quand même de te poser la question, même si elle a l'air assez évidente, pour creuser, pour aller un petit peu plus loin sur ces notions-là. Quelle pourrait être la cause dans laquelle toi, tu es engagé? Moi, c'est le burn-out. C'est vraiment mon sujet de prédilection et c'est du coup retrouver une écologie personnelle qui ne soit pas un conditionnement de la société parce qu'on est conditionné à toujours aller vite, accélérer tout le temps. Et en fait, c'est ça qui est délétère et qui fait qu'on va finir par se cramer. On est tout le temps dans une énergie de dépense d'énergie, de débauche d'énergie, tout le temps dans l'accélération. Et en fait, on sait bien quand on observe la nature, on ne peut pas avoir ça tout le temps. Il y a une saisonnalité, il y a des temporalités qui sont différentes. Et c'est trouver sa temporalité. Oui, donc la cause, ça serait quand même peut-être plus trouver sa temporalité et, Ouais. et se caler sur notre nature intérieure. Est-ce qu'on pourrait dire ça? On peut Le dire ça. burn-out, quelque part, c'est le déclencheur et c'est vraiment ton thème. Le burn-out, c'est la conséquence et c'est un indicateur pour moi. Oui. D'accord. C'est vraiment, on dit que c'est un syndrome, pour moi, c'est le symptôme d'une société qui va trop vite. Et en fait, quand on va jusqu'au burn-out, c'est vraiment signe qu'il est urgent de ralentir, en fait. Et justement, toi, le burn-out, tu en parles vraiment pas que comme quelque chose qui concerne l'entreprise, mais c'est quelque chose de plus général. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'Organisation mondiale de la santé qui s'est positionnée pour dire que le burn-out n'était que professionnel. Pour moi, c'est une aberration. C'est pas comportementé, combien même il y aurait des problèmes au travail, on a une vie de famille à côté, on a un engagement, il y a du burn-out entrepreneurial, il y a du burn-out parental, il y a du burn-out écologique. Quand il y a une surcharge morale, qu'on veut se lancer dans un changement de vie, mais qu'on y va trop à fond et qu'on veut faire trop de choses en même temps, ça peut aussi épuiser. Et il y a aussi les burn-out sur des sujets d'engagement, justement, où les personnes veulent aller sur un sujet d'engagement, mais il y a des barrières à l'entrée qui ne sont pas forcément évidentes parce qu'il faut se documenter sur le sujet pour vraiment être légitime, entre guillemets, dans son combat. Il y a des gens qui s'épuisent à se rendre légitimes. Donc, on peut mettre des warnings à tous les niveaux. C'est vraiment l'individu qui est au centre, c'est pas le travail. Il y a un problème de rapport au travail bien souvent, mais il n'y a pas que ça. J'ai une amie Audrey dont vous retrouverez aussi l'interview, qui a créé un article qui s'appelle Le burn-out du militant et depuis ça a été repris. Voilà, ça commence notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi eu des écrits là-dessus. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est un vrai sujet, l'épuisement du militant. Et c'est pour moi une des raisons pour lesquelles, dans l'accompagnement que je fais, je viens vraiment travailler les fondations de pourquoi les gens ont envie de se lancer dans un projet qui a un impact positif écologique, parce qu'il y a une dimension de militantisme dedans. Et c'est important d'y aller avec, entre guillemets, les bonnes raisons, mais en tout cas, surtout les bons moteurs pour pas trop
se cramer, parce que forcément, quand on est passionné à un moment quand même, je pense qu'on le fera. Est-ce que tu penses qu'on peut complètement l'éviter, comme tu disais? Il y a quand même un côté, c'est un signal, donc ça reste. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des études qui l'ont dit d'ailleurs, il y a un bon stress, sans aller Pour jusqu'au moi, le bon burn-out. stress, j'aime pas trop le bon stress parce que le stress, c'est quelque chose qui est connoté négativement, même si stress, c'est un terme qui est complètement schizophrène dans sa définition. C'est à la fois les déclencheurs, la réaction, les manifestations de ta réaction. Mais pour moi, il y a un bon degré de stimulation et de motivation qui va faire que ça va être moteur pour avancer. Mais c'est vrai que le terme de bon stress mis côte à côte, ça existe. Dans les publics, on en parle, le stress, mais j'aime pas trop l'utiliser comme ça. C'est juste. Le stress, c'est un indicateur et le burn-out, c'est un warning qu'on allait trop loin dans le stress, en fait. Et justement, en parlant de warning, toi, tu en as vécu 3 d'allumage de feu rouge. Est-ce que justement, tu peux nous parler un petit peu de ce collier de perles de déclencheurs et comment, j'imagine, tu as vécu chaque burn-out de manière différente, tu en as tiré des enseignements différents. Et déjà, il m'a fallu le 3e pour comprendre vraiment le fond du message, à savoir que c'est une question d'écologie. Au début, pour moi, mes burn-out, c'était un problème de limite, mais c'était un problème que moi, j'avais des limites qui ne correspondaient pas au potentiel de mon cerveau, et je trouvais ça super frustrant. Et j'ai enfin compris qu'en fait, le message ne venait pas du cerveau, mais du corps. C'est qu'il y avait un truc sous le cerveau, en fait, qui essayait de s'exprimer depuis des années et que j'écoutais pas, qui était là pour dire non, mais ça va pas, ralentis, en fait, tu es en train de nous cramer tous ensemble. Et une métaphore que j'utilise beaucoup, c'est le cavalier sur son cheval. Le cavalier, c'est le cerveau, il donne le sens, la direction, où est-ce qu'on veut aller. Et le cheval, c'est le corps, il donne l'essence, les messages. Et en fait, si on continue à cravacher comme des fous et qu'on n'écoute pas la monture qui est en train de hurler, bah, le cheval va se cramer et forcément le cavalier va s'effondrer avec lui. Et le burn-out, c'est ça. Moi, je les ai collectionnés dans l'entreprise, le salariat. Et en fait, le point redondant à chaque fois, c'est que je cumulais les postes. C'est à chaque fois, j'arrivais au bout d'un poste, il y avait des personnes qui partaient, je les remplaçais, je lançais des projets, mais personne me suivait sur mes projets, du coup, je les portais toute seule. Et en fait, en général, mon indicateur, c'est qu'à 3 postes, je tombe. Et le dernier j'avais 4 postes, donc je tombe comme encore les plus feux, vite et encore feu plus fort. vert, feu orange, feu rouge, gling. C'est ça. C'est un poste feu vert, 2 postes c'est orange. Attention, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. 3 postes, en général, ça ne passe pas. Et justement, dans Inspire the Change, on est vraiment sur mettre au monde des projets qui ont du sens et qui ont notamment du sens écologique et dans lesquels on peut s'engager corps et âme et justement ne pas écouter la monture. Est-ce que toi, là-dessus, tu pourrais nous parler justement de comment tu as frisé aussi? Est-ce que tout à l'heure, on a parlé de bore-in. Alors, c'est des termes assez techniques, si tu veux bien nous Alors, c'est le expliquer. burn-out. Ah oui, le burn-in, c'est Donc, juste avant. Ouais. voilà. Et parce qu'aujourd'hui, tu es indépendante et tu es entrepreneur. Donc, comme les gens, certains qui nous écoutent aujourd'hui et que certains que j'accompagne, voilà, ce n'est pas que dans le salariat, ce n'est pas que quand on a des enfants. On peut faire ça comme un grand tout seul. Exactement. On est très fort pour se mettre des contraintes qui ne sont pas forcément celles qui sont dictées par la société, où on en rajoute une couche, ou alors on s'en renvoie mutuellement. Et du coup, on va se mettre des niveaux d'attente qui sont trop élevés. Et dans le burn-out, tu as toujours cette notion de déséquilibre entre des attentes trop élevées et des ressources qui sont pas au niveau, en fait. Et à chaque fois, tu as ce décalage-là. Et quand on a des fortes attentes et quand c'est un fort enjeu moral qu'on peut retrouver dans l'écologie, on en a parlé de charge morale maintenant. Il y a la charge mentale qui est l'ensemble des infos à gérer au quotidien. Il y a la charge morale qui est sur des projets à forte valeur ajoutée, mais valeur dans le sens lié à ses valeurs à soi, en fait. Et tout ce qui est engagement écologique, ça peut participer à une forte charge morale où on peut s'épuiser. Donc il y a des indicateurs qui sont toujours les mêmes, qui sont 3. C'est l'épuisement physique et psychologique. C'est-à-dire qu'on est fatigué, mais c'est une fatigue qui est pas récupérée par le repos. On a beau se reposer, on n'arrive toujours plus à retrouver l'essence et l'énergie qui nous portait au début de projet. Quand on commence à perdre la flamme, c'est déjà qu'on s'est beaucoup avancé dans l'épuisement. La perte du sentiment d'accomplissement, on se demande pourquoi on fait des choses, en fait, ça fait plus sens. Là, c'est déjà un warning qu'on est allé trop loin. Et dépersonnalisation ou déshumanisation, les chercheurs ne sont pas d'accord sur le terme, donc moi je dis zombification, comme ça parle à tout le monde. Zombification, c'est ça? Zombification. Okay. C'est le moment où on se rend plus compte qu'on interagit avec des personnes, en fait, et on va devenir agressif et cassant, alors qu'on ne l'est pas d'habitude, et ça, c'est des effets du trop de cortisol et du trop de stress.
Quand on a ces 3 indicateurs-là, c'est qu'on est en train d'aller dans le rouge. Et on a aussi une image que j'aime beaucoup, c'est l'effet Tetris. Tu sais, quand tu fais du Tetris, tu fais tes lignes les unes après les autres, et à la fin, les blocs qui tournent de plus en plus vite, ils accélèrent, ils accélèrent. Mais en fait, quand tu as l'impression que tout accélère et que la moindre tâche te semble coûter en énergie, c'est que déjà tu es dans le burn-in et c'est le moment de vraiment ralentir. Donc le burn-in, pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est juste l'étape avant. Moi, je crois que je crois personnellement que je fais des enchaînements de burn-in. Vous nous direz en commentaire vraiment ce qui vous résonne et ce qui résonne en vous et en quoi où vous sentez que vous vous retrouvez, et on aura plaisir à vous lire, parce que c'est vraiment des choses qui sont assez ténues. Je pense que le burn-in passe assez inaperçu parce qu'on n'est pas à terre pendant des semaines ou des mois. On est surexcité, on peut s'écrouler pendant quelques jours, décompenser quelques jours, mais si c'est avec récurrence, en fait, les profils atypiques, tu as dit qu'on était câblés pareil, oui. On est champion pour dès qu'il y a un petit peu d'énergie, on y va, et du coup, on joue toujours avec la corde. Ben, moi, je fais ça constamment, et il n'y a pas de hasard si Inspire the Change, c'est vraiment aller à l'intérieur, inspirer, se poser, apprendre à se poser et puis à écouter notre corps avant d'aller expirer dans le monde, notre projet, les relations avec les autres, etc. Et pour moi, la congruence, c'est important, mais c'est aussi marcher le chemin. Et moi, à chaque fois que j'en parle, et c'est pour ça que j'accompagne les gens là-dessus, parce que je le traverse, je ne dis pas que j'ai réussi. Par contre, je sais que j'ai des clés, je sais que je peux aider, et je sais que je suis en chemin, et que voilà, on parle souvent de s'autoriser, et aussi s'autoriser à pas encore être capable aujourd'hui d'éviter le burn-in, parce que je vois que je m'y mets quand même régulièrement, parce que j'ai vraiment envie, voilà, moi je suis mon entreprise est récente, et j'ai vraiment envie qu'elle aide, qu'elle accompagne un maximum de personnes à mettre en œuvre des beaux projets qui sont bons pour la planète et les humains. Et quand on se sent investi comme toi tu peux l'être, et comme toi j'imagine que tu te sens avec ta rédaction de livres. Alors, quand vous écouterez l'interview, le livre sera peut-être sorti, parce que mon challenge, c'est le montage des interviews. Le livre sera peut-être déjà sorti, mais en tout cas, voilà. Je sais que tu as fait un burn-in parce que tu as eu un gros process de lancement pour le financement de ton livre en financement collaboratif. Et là, en fait, tu es en phase de rédaction, et là aussi, tu as tellement envie, j'imagine, d'impacter, mais dans le sens, partager ton message, qu'il fasse du bien au monde, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'approprient ces informations-là et qui se sentent mieux. Il y a un côté un petit peu solennel dans le livre, c'est figé, tu vois. Du coup, je me mets un degré d'attente qui n'est pas le degré que je me mettrais sur un article pour mon blog. Typiquement, j'en ai bien conscience. Et donc, régulièrement, je recentre en mode qu'est-ce que je veux faire passer. Je l'ai déjà fait passer dans mes formations. Il faut que je simplifie, il faut que je synthétise. J'en profite pour refaire des petits dessins pour illustrer tout ça parce que j'adore ça. Mais régulièrement, recentrer, parce que les attentes, on est champion pour se les faire exploser, surtout quand c'est son projet qui fait sens pour nous, parce que souvent, quand on a des projets de cœur comme ça, c'est qu'avant, il y a eu un cheminement qui fait qu'on a eu besoin de cette quête de sens, mais on a pu s'être cramé avant d'aller vers ce genre de projet. Oui, souvent. C'est assez fréquent. Donc, si on a déjà fait un burn-out, il y a vraiment un warning. Et si on a déjà fait un burn-out, en fait, les somatisations qu'on a eues sont propres à chacune. C'est-à-dire qu'il y a ces 3 signes que j'ai cités juste avant, l'épuisement physique et psychologique, la perte de sentiment d'accomplissement et la zombification, qui sont les 3 signes qu'on trouve dans toutes les publis, mais en vrai, on va somatiser. On va tomber malade au début des week-ends, au début des vacances, on va avoir des douleurs chroniques, on va avoir des douleurs au niveau des reins, des yeux, de la nuque. Tout ce qu'on a eu en somatisation sur nos burn-out, ce sont nos signaux à nous, nos indicateurs à nous. Et justement, dans ce livre, ce que tu as envie de transmettre autour de ça, en fait, c'est de dire, c'est mon pourquoi. Et j'ai envie de dire, l'engagement, c'est ça. C'est aussi ça. C'est quoi le pourquoi qui nous fait lever le matin. Et peut-être des fois, on perd le pourquoi. C'est-à-dire qu'on va mettre des attentes qui ne correspondent plus vraiment au pourquoi, qui ne servent pas à la cause. C'est souvent du comment, les attentes. Oui. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai commencé à accompagner des gens sans avoir de site internet. À un moment, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un site internet pour accompagner les gens? Je dis, oui, c'est vrai qu'en fait,
J'en ai pas besoin tout de suite. Et effectivement, c'est souvent du comment. Et c'est de se dire, c'est quoi que je veux faire? Ben moi, ce que je veux faire, c'est accompagner des personnes à concrétiser leur projet à impact positif. C'est pas d'avoir un site internet qui explique tout ce que je fais. Ben, bien sûr, c'est utile. Mais toi, c'est pareil dans ce livre et dans ta mission, on va dire, dans ton engagement. Oui. Pourquoi fondamentalement, c'est quoi ton but en fait à travers tout ça, quoi? Start with why, c'est toujours commencer par le pourquoi. Et dès qu'on sent qu'on commence à s'éparpiller ou, à se fatiguer, c'est revenir au pourquoi. Moi, je suis là pour aider les gens à remettre du jeu. JE, soit ses besoins, JEU, ce qui nous fait plaisir. Et en fait, à chaque fois que je m'égare, je reviens à ça. Qu'est-ce que je fais pour faire passer ce message-là et comment je fais pour que justement, moi aussi, j'y mette du jeu, donc que ce soit dans le respect de mes besoins et que ça me fasse plaisir. Si ça devient une contrainte, si ça devient un stress, si je sens que j'y vais à reculons, c'est que je me suis déjà éloigné trop du chemin, en fait. Et justement, en parlant de ça, quand tu t'éloignes trop du chemin, j'ai envie de dire, et que finalement, on n'est pas bien, toi, quelles sont tes clés quand tu... Alors, j'ai la question qui est, quand tu as du mal à te lever le matin, mais ça ne correspond pas toujours à tout le monde. En tout cas, quand tu as le Ça moral... m'arrive pas, moi, enfin, ça m'arrive très très rarement d'avoir du mal à me lever le matin. Voilà, alors quand tu as le Par moral dans contre, les chaussettes, quand tu as un coup ouais. de mou, tu vois, quelles sont tes clés à toi, Sandra, qui pourraient inspirer? Moi, justement, inspirer et expirer, c'est bien pour se recentrer. Moi, je fais de la cohérence cardiaque, ça m'aide beaucoup. J'en fais 3 fois par jour. Je fais du sport tous les jours. C'est vraiment une de mes priorités. En adaptant l'intensité à mon énergie du moment. Et j'ai toujours des rituels pour moi où je commence ma journée avec moi. Donc, ça ne va pas forcément prendre beaucoup de temps, c'est en fonction du temps que j'ai disponible, mais régulièrement prendre des temps de petites choses à faire pour moi qui sont ressourçantes, que je sais ressourçantes. Je cherche en permanence ce qui va me donner de l'énergie et je suis très au clair sur ce qui me donne de l'énergie, ce qui me coûte en énergie et être en maximum dans les choses qui sont ressourçantes en fait. Par Alors, qu'est-ce que opposition à ce c'est, qui toi, qui te ressource? le dessin, la nature, les balades, le soleil, la musique, le mouvement, le souffle. C'est super varié, mais en fait, plus on se met trop dans un projet et plus on se perd dedans, plus les temps pour soi ils vont sauter en premier en fait. Quand je vois que je fais plus ça, c'est un warning. Et j'ai assez pratiqué ces exercices-là pour me rendre compte assez vite que quand je les fais pas, ça va moins bien. Donc c'est devenu une motivation intrinsèque. J'ai plus à me pousser pour me dire je vais faire du sport, je vais faire du yoga. Je sais que ça me fait du bien, donc ça fait vraiment partie intégrante de ma routine. Oui, c'est ça, c'est que les ressources et les moments ressources sont comment dire, sont à vivre au quotidien et pas quand ça va pas à les mobiliser. C'est vraiment les intégrer comme quelque part quelque chose, comme se laver les dents, Oui. Et pour que du coup, ben, j'imagine que la ressource soit aussi plus facile à activer. C'est ça, c'est tout le temps là, et c'est quand ça commence à ne plus l'être qu'il y a un warning en fait, et que ça devient une priorité de le remettre. Ça m'arrive quand je suis vraiment plongée dans un projet où je vais vraiment me dire oh, je vais vraiment faire une mini-séance de yoga parce que là j'ai pas le temps. Mais c'est quand je me vois faire ça, ou quand je me vois me dire ah bah, je vais zapper ça parce qu'aujourd'hui ça va pas être possible, je suis en mode oulala, qu'est-ce que tu fais? Recentre, reviens ici et refais ton truc ressourçant. Là il fait super beau, je sais que je vais aller sortir tout à l'heure entre 2 interviews parce que ça donne trop envie en fait. Ah oui, je te confirme. Je suis en pleine nature, c'est pareil. Ouais, c'est là, j'ai les arbres juste à côté, en mode, obligé. Allons folâtrer dans les champs et les arbres, et au milieu des arbres. Ben justement, pour prendre de la hauteur, et c'est aussi quelque part le grand vivant pour moi, cette prise de hauteur, si je te pose la question, où trouves-tu la foi? Qu'est-ce qui te vient? Ah, la foi, pour moi, il y a une unité universelle qui n'est pas forcément reliée à une foi ou une religion donnée, mais pour moi, il y a une énergie qui nous connecte tous, qui nous relie tous, que je conscientise et que je pragmatise, si ça existe ce mot, avec la théorie polyvagale et les énergies qu'on a en fait, dans quelle énergie on se situe quand on est dans l'interaction à l'autre et l'interaction à soi. Et pour moi, c'est vibrer dans une énergie positive globale en fait. Et ça a apporté ma touche d'énergie positive. Donc je l'appuie dans le vagal ventral pour parler scientifique et théorie polyvagale, mais c'est plus maître du jeu, c'est aussi ça, c'est qu'est-ce
qu'est-ce qui me fait rayonner et qui, par extension, va faire rayonner le monde dans le bon sens, en fait. Comme ta petite étoile derrière, tu vois. Ouais. Il faut qu'il y ait une étoile et qu'elle brille, en fait. Et quand elle brille jamais que pour soi, en fait. Elle éclaire aussi les autres. Et en ce qui concerne la théorie polyvagale, vous pourrez retrouver plein d'informations sur le site de Sandra. C'est un des outils majeurs qu'elle utilise dans sa cause. C'est aussi le gros pourquoi du livre, parce que des livres sur le burn-out, il y en a plein. Mais des livres qui apportent les lumières de la théorie polyvagale sur le stress et le burn-out, ça n'existe pas encore. Ou alors c'est vraiment pensé pour des ostéos et c'est dans une optique de trauma. Du coup, c'est pas ce que moi je propose. Donc, le livre est aussi là pour ça, en fait, pour donner ces clés de lecture-là. Et justement, j'ai envie de dire ce qui serait intéressant, c'est que, alors chaque intervenant est libre, mais j'aime finir l'interview par la question du challenge et de l'impulsion ou du défi que tu as envie de lancer à la communauté des inspiratrices et inspirateurs. Et peut-être que justement, tu peux les amener dans le corps avec ces outils de la théorie polyvagale. Tu peux peut-être faire une mini explication pour que les gens comprennent comment l'appliquer. À moins que tu aies une autre envie de défi, c'est complètement OK. On peut aussi en faire 2. La théorie polyvagale, c'est vraiment la science de la stress défense et de la pleine confiance. Ça apprend à se reconnecter à son énergie, à remettre du jeu. Il y a 3 états dans la théorie polyvagale. L'état de vagal ventral, qui est le lien du lien à l'autre, où on se sent en sécurité, on se sent en connexion avec ce qui nous entoure et du coup, on est réceptif aux messages de sécurité et des personnes qui veulent nous aider. On est vraiment dans le soutien mutuel. Dans les cadres de projets à fort impact écologique, typiquement, il faut qu'il y ait ça. Le sympathique, c'est la lutte ou la fuite, où on est dans la mobilisation de l'action. Ça va s'activer en cas de perception de danger. Déjà là, on est beaucoup moins connecté aux autres. On n'est plus en état de percevoir les signes engageants de personnes qui veulent nous aider. Donc déjà là, c'est un warning en soi. Et les personnes qui font des burn-out sont souvent dans le trop de sympathique trop longtemps et du coup vont décompenser vers le 3e état qui est l'état du vagal dorsal, qui est l'état du repli sur soi, où là on est en warning de danger mortel. Et en fait, la seule solution qu'on trouve, c'est de se replier sur soi-même dans un état inhibé, où on va préserver son énergie dans l'attente de pouvoir poser une action pour lutter ou fuir en fait. On est tout le temps en train d'osciller entre ces états-là, mais le seul qui nous ressource et qui nous nourrit vraiment, c'est le vagal ventral, pour schématiser. Après, quand on commence à les lire, le dorsal, il est ressourçant et le sympathique, il permet de passer à l'action. Donc, tous les états sont OK. Ils sont là pour nous préserver, pour nous ressourcer, pour nous faire avancer. Mais quand on est dans des états subis trop longtemps, on va éteindre la petite flamme à l'intérieur. C'est comme si la petite étoile derrière toi commençait à clignoter et à s'éteindre. Et donc, le défi, le challenge, c'est de cultiver ce terrain de jeu. Je JE, donc l'écoute de soi et de ses besoins, et je JE, ce qui nous fait plaisir, parce que quand on est dans cet état-là, on est dans l'état de vagal ventral et on apporte quelque chose de lumineux au monde, et à soi et aux autres. Alors justement, concrètement, pour cultiver cet état de vagal ventral, chacun va trouver ses activités intérieure, est-ce que tu aurais quelque chose à expérimenter? Tu vois, ça pourrait être intéressant d'avoir une expérimentation particulière et de voir comment chacun l'aura vécu, ou 2-3 expérimentations, et que les gens se disent tiens, ça c'est pour moi, ou ça m'a vraiment aidé, ça je me suis sentie comme ci, comme ça dedans. Est-ce qu'il te viendrait des choses comme ça? Alors, je n'impose jamais d'outils à part la cohérence cardiaque. Alors, c'est vraiment juste un test, juste voilà, j'avais envie de dire autour d'un essai, quoi, une expérimentation. Plus qu'expérimenter, c'est plus observer, parce qu'en fait, les gens, ce qui les ressource vraiment, ils le savent. Juste, ils ne prennent pas forcément le temps de l'observer. Pour moi, c'est le mouvement, le sport, la musique, etc. Mais c'est donc une observation. Ouais. Donc tu proposes qu'on s'observe là. Ouais. Oui, quand est-ce que je me sens dans le gain d'énergie, dans le ressourcement? Quand est-ce que je sens que je suis en train de vraiment remonter ma pile intérieure, dans le sens où là, je suis en train de gagner en énergie. Et il y a des activités qui vont être ressources de façon générale, et c'est documenter la nature, la musique, le mouvement, etc. Mais c'est plus quels sont les micro-moments du quotidien où je sens que je suis en train de prendre en énergie. Moi, typiquement, ça peut être de prendre mon café sur la terrasse, tu vois. C'est souvent des petites choses, c'est pas des grandes choses, c'est pas des grandes choses à mettre en place. La cohérence cardiaque permet de ressentir cet état-là, la connexion aux autres aussi, mais chacun va observer dans son quotidien ce qui est ressourçant et ce qui est vampirisant. Et vraiment, le challenge, c'est de cultiver le ressourçant.
Mais ce n'est pas une recette toute faite, c'est une Oui, culture. mais du coup, en fait, voilà, ce que je le reformulerai en vous disant ce qui serait le challenge lié à cette interview, ça serait dans la semaine qui vient, après que vous ayez écouté Sandra, de vous mettre le plus à l'écoute possible dans la journée ou de prendre des temps exprès pour ça, de vous dire, tiens, c'est le soir ou c'est après le repas de midi, et de se dire, de regarder dans le rétroviseur ou à l'instant T et de se dire, tiens, ça me fait du bien. Ça, par contre, ça me vide et peut-être le noter. Et au bout De la d'une même façon semaine, qu'on se fait les dire, gratitudes. voilà, se dire, tiens, c'est quoi qui revient souvent en fait et qui me fait du bien. Et du coup, de le faire monter à la conscience pour après pouvoir Ça peut être des choses qu'on faisait enfant, ça peut être des choses qu'on va faire en vacances, mais qu'on va moins faire quand on retourne dans le train-train quotidien. Mais en fait, c'est propre à chacun. Et c'est pour ça que le livre a été compliqué à expliquer et à faire entendre l'intérêt de la chose. C'est que la théorie polyvagale, ça permet de trouver ses ressources, en fait. Mais ce n'est pas qu'une banque de ressources. On peut donner des ressources, mais l'idée, c'est qu'en apprenant à mieux se connaître, à mieux se lire, mieux se comprendre, on trouve ses propres ressources, sa potion personnalisée, en fait. Oui, tout à fait. Donc, mission observation. Mission observation. On aura grand plaisir à lire justement vos retours autour de cette observation parce que c'est quelque chose qu'on ne prend pas assez le temps de faire. Effectivement, tu parlais des gratitudes. Oui. Déjà, faire 3 gratitudes dans la journée, le soir, en fin de journée, ça permet de voir ce qui nous nourrit. Donc, les gratitudes, en fait, pour vous expliquer, c'est vraiment de prendre le temps d'écrire ce pourquoi on est reconnaissant, ce qui nous a fait du bien dans la journée. Ça peut être quelque chose avec les autres, mais ça peut être quelque chose avec soi. On peut être en gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. On peut lister les réalisations dont on est fier à tous les niveaux. Si on en arrive à avoir une centaine, c'est super bien. Ça peut être des choses, ça peut être autant, je suis très fan de mon super gâteau au chocolat, que j'ai eu tel ou tel diplôme, ou alors j'ai des enfants merveilleux, ou alors je me suis lancée dans tel ou tel projet, j'ai écrit un e-book, c'est plein de choses en fait. Ou aujourd'hui, j'ai rien fait et je me suis reposée. Oui, je me suis autorisée à ne rien faire et c'était cool. Et c'est ce genre de moments qui nous connectent à notre énergie vagale ventrale et notre énergie, on est vraiment dans l'épanouissement et le vrai rayonnement d'énergie. L'idée, c'est de ressourcer en énergie le plus possible. Et voilà, et ce qui sera intéressant si vous êtes assez câblé comme nous, ce qui est fort possible, c'est aussi dans l'observation de se dire à quel moment je suis repartie à l'action alors que peut-être j'étais pas encore complètement rechargée. À l'image des batteries de téléphone, par exemple. Je pense que ça peut être assez intéressant aussi dans l'observation. Oui, complètement. Vraiment, le burn-out, c'est comme si le téléphone il s'éteignait d'un coup alors que la batterie semblait pleine. En fait, on ne se rend pas compte à quel point, non seulement, c'est même pas qu'on la vide, c'est qu'on l'oxyde. On est en train de la cramer de l'intérieur et on est en train de tuer la batterie. Donc, on ne peut pas se permettre de les collectionner indéfiniment, que ce soit les burn-out comme les burn-in, parce que ça use en fait. Après, le corps a trouvé d'autres somatisations pour faire passer le message qu'on est dans du surinvestissement et on n'a pas envie. Parce qu'après, ça fait des cancers, ça fait des AVC, ça fait plein de somatisations, des accidents bêtes qui vont arriver parce qu'on se force à faire des choses alors qu'on se sent bien qu'on n'a pas l'énergie pour. Le cheval, il sait toujours se faire entendre en fait. Merci beaucoup, Sandra, pour cet échange enrichissant et en Avec grand plaisir. ventral, parce que justement, ce qu'a enseigné la théorie polyvagale, c'est aussi comment on peut se co-réguler mutuellement quand quelqu'un est dans un état de sérénité. Souvent, il co-régule et les autres se retrouvent petit à petit dans le même état. Complètement. Donc, merci Sandra pour ce bel échange en co-régulation. Avec grand plaisir, merci à toi et bravo à tous pour vos projets. On a hâte de voir les petites lumières s'allumer tout partout. C'est ça. Un grand merci Sandra et je vous dis à tous à bientôt. À bientôt, prenez soin de vous.